Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Marne-et-Gondoire de nous accueillir pour présenter le cas des zones humides lors de ces ateliers de la biodiversité. Donc, d'un point de vue sur les zones humides, en fait, elles sont souvent liées à la présence d'eau, que ce soit de la remontée d'eau souterraine, mais notamment liées à la présence d'eau superficielle, comme vous le voyez sur le schéma qui vous est présenté, avec quelques exemples. Les zones humides sont très variées. On peut avoir des marais, des prairies humides, des roselières, des mares, qui vont aussi jouer un intérêt dans la biodiversité. Donc, du coup, toutes ces zones humides participent pleinement à la trame bleue de vos territoires. D'un point de vue réglementaire, la définition des zones humides a été donnée par la loi sur l'eau de 92. Donc on entend par zone humide les terrains qui sont exploités ou non, qui sont habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. Et quand il y a de la végétation est dominée par des plantes hygrophiles, donc qui aiment l'eau, pendant au moins une partie de l'année. Donc cette définition précise bien que la présence de végétation n'est pas obligatoire pour avoir une zone humide. Ça va être important pour la suite des présentations. Alors toutes ces zones humides vont avoir des intérêts. Donc les intérêts vont varier en fonction d'une zone humide à l'autre. On va avoir notamment des intérêts pour le support de biodiversité, puisque toutes les zones humides sont des zones de reproduction et de refuge pour la faune et la flore. On a de nombreuses espèces, que ce soit d'insectes, d'animaux, d'amphibiens, d'oiseaux, qui sont dépendantes de ce type de milieu. On va avoir aussi un intérêt notamment dans la qualité de l'eau, dans la gestion de l'eau, puisqu'il y a un phénomène aussi d'épuration de l'eau grâce au système racinaire des plantes qui peuvent se développer en zone humide, mais aussi un intérêt fort, notamment dans la gestion des inondations, puisque du coup on va avoir soit des zones humides qui vont être considérées aussi comme des zones d'expansion de crues, donc qui vont permettre d'écrêter les crues et du coup de limiter le risque d'inondation. Et puis un effet aussi qu'on appelle éponge, avec un stockage de l'eau pendant l'hiver et une restitution en été, ce qui permet de soutenir les étiages, ce qui permet de maintenir aussi un niveau d'eau suffisant pour les espèces dans les cours d'eau. On va avoir aussi des supports de loisirs, que ce soit pour la pêche, pour la chasse, pour des randonnées naturalistes, puisque les zones humides contribuent aussi au cadre de vie des habitants. On peut avoir aussi des supports pédagogiques et un support pour l'élevage avec notamment la production de foin ou des zones de pâturage. Donc de nombreux intérêts et de nombreuses fonctionnalités des zones humides qui vont être nécessaires à préserver. Malgré tous ces intérêts, M. Maillard disait qu'effectivement, il y a beaucoup de zones humides qui ont disparu au cours du siècle dernier. Ça continue actuellement, puisque de nombreuses menaces pèsent sur ces milieux naturels qui sont fragiles. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, vous les avez sur le schéma, mais notamment, on va avoir la pression d'urbanisation. On a des objectifs de création de logements, c'est normal, les communes ont besoin de se développer. Donc on a cette pression d'urbanisation, on va avoir aussi l'extraction de matériaux, alors c'est pas trop le cas je crois sur votre territoire, mais plus dans le sud Seine-et-Marne. Tout ce qui va être aussi populiculture, la plantation de peupliers, dont on aura l'occasion de reparler par la suite. Donc beaucoup de menaces qui ont amené à la destruction de ces milieux naturels. Alors la destruction de ces milieux naturels a régressé, comme le disait M. Maillard, depuis quelques années, notamment grâce aussi à une évolution réglementaire. Donc là, je vais juste vous donner quelques dates clés. Donc 1992, je vous disais, la définition des zones humides par la loi sur l'eau. On a eu la directive cadre sur l'eau en l'an 2000, qui a défini aussi l'intérêt des zones humides dans l'atteinte du bon état des cours d'eau. La loi de 2006, qu'on dit la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a instauré aussi la problématique des dossiers loi sur l'eau, avec des dossiers de déclaration d'autorisation en fonction des surfaces impactées. J'y reviendrai dans une autre présentation, mais concrètement, c'est que si vous avez un projet d'aménagement sur une zone humide qui est supérieur à 1000 m², vous êtes soumis à un dossier de déclaration. Si le projet impacte une surface supérieure à 1 hectare, c'est un dossier d'autorisation, avec une politique d'éviter, réduire, compenser qui est menée par les services de l'État. Donc, on demande d'abord à éviter l'impact. Ça va être important en urbanisme. Donc, essayer de voir si on ne peut pas avoir le projet ailleurs. Compenser, c'est-à-dire que si on ne peut pas faire le projet ailleurs sur le territoire, essayer d'en réduire les impacts. Et s'il reste des impacts, il va falloir compenser. Donc ça, ce sera important à avoir en tête. Et puis les lois Grenelle de 2010 et 2011 qui ont instauré effectivement la thématique des trames vertes et bleues, et aussi la volonté d'acquérir 20 000 hectares de zones humides pour les préserver.
Donc ça, c'est quelques dates clés par rapport à un point de vue réglementaire. Sur l'aspect technique, il y a aussi un arrêté ministériel, donc l'arrêté du 24 juin 2008 qui a été modifié par celui du 1er octobre 2009, qui va définir les critères de délimitation d'une zone humide selon le critère relatif à l'hydromorphie des sols, donc le caractère humide du sol, ou le critère botanique, donc critère relatif à la présence de plantes hygrophiles. Alors ça, Marion vous en expliquera, vous le détaillera plus en détail, donc je ne vais pas revenir spécifiquement dessus. Alors cet arrêté ministériel, il dit que la validation d'un critère sur deux suffit. Par exemple, si vous êtes en présence d'une zone humide où il y a de la végétation humide, vous pouvez considérer que le sol est humide. À l'inverse, on peut avoir des zones humides où il va falloir faire le critère pédologique. Alors cet arrêté ministériel, il a été contredit par une décision du Conseil d'État du 22 février 2017 qui dit que les critères ne sont pas alternatifs mais sont cumulatifs. Alors, quand la décision du Conseil d'État est sortie, ça a fait peur à beaucoup d'entre nous, naturalistes notamment, puisque par exemple, si je prends l'exemple d'une zone humide en milieu exploité, il n'y a pas de végétation. Donc s'il n'y a pas de végétation, ça veut dire que ma zone humide, qui est pourtant intéressante, puisque du coup elle va avoir un rôle de régulation au niveau du sol, n'est plus considérée comme zone humide, donc n'est plus préservée. Alors heureusement, il y a une note de l'État qui dit qu'il va y avoir une notion de végétation spontanée. C'est-à-dire que sur une zone où on va avoir de la végétation spontanée, donc sur laquelle il n'y a pas eu d'intervention humaine, si on a de la végétation, les critères effectivement vont être cumulatifs. On va avoir à la fois le critère botanique et le critère pédologique. Donc là, on reste sur le cumulatif, la décision de l'État. Par contre, si on est sur une zone où on a une absence de végétation spontanée, donc tout ce qui va être effectivement la parcelle labourée, où on a planté, où on a coupé, où on a fait des apports d'engrais, par exemple, donc du coup, où il y a eu toute intervention humaine, les critères vont être alternatifs et seul le critère pédologique suffit. Ce qui permet de préserver aussi des zones sur lesquelles l'homme a eu une intervention. Donc, cette note technique du ministère, donc, qui date du 26 juin 2017, permet de préserver aussi d'autres zones humides. Et donc, du coup, ça va être au cas par cas qu'il va falloir définir la zone humide. Voilà un petit peu sur l'aspect réglementaire. Je pense que je suis passée un peu rapidement, mais si du coup il y a des questions après, je serai là pour y répondre sans souci.